Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Nous sommes sous l'Halle du Champ de Juillet pour lire à Limoges édition 2019 dans une atmosphère tropicale, Martial. Ah, il fait chaud. Il fait chaud, on se fait du vent avec les petites fiches. On a intitulé cette émission Des livres pour tous parce qu'on va parler de tous les genres, de la littérature pour ados, pour enfants, des romans, des témoignages, des polars, un programme éclectique pour tous les goûts, Martial. Avec plein d'auteurs, notamment Anne Goscinny, Catel, c'est toute votre jeunesse, le petit Nicolas. Ouais, c'est vrai. Également Bernard Werber qui a quitté depuis longtemps le monde des fourmis pour des vies antérieures, mais aussi Franck Bouys, Franck Tillier, enfin plein d'auteurs. Patrick Sobral, et c'est légendaire. Et La puis star. surtout, on a un guide aujourd'hui. Mais oui, on a un invité. Bonjour Antonin, Bonjour, comment vas-tu? très bien. Alors tu vas nous aider à préparer cette émission, à interviewer tous ces auteurs. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimes lire, toi? Les romans, les mangas, les BD, tout ce qui n'est pas débile. C'est tout un programme, tout ce qui n'est pas débile, moi je trouve ça pas mal. Ouais, je trouve que c'est un bon thème d'émission. Merci beaucoup, messieurs. C'est ici que je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure. Quant à moi, je vais retrouver le président de Lire à Limoges 2019, l'auteur David Fuenquinos. Il nous attend juste à côté. C'est pas grave. Bonjour, David Fuenquinos. Merci Comment d'être ça à va nouveau avec nous. Ça va très bien depuis Ben, hier soir. Alors, vous êtes le parrain de Lire à Limoges, le président même, écrivain, scénariste, réalisateur. On va rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez écrit des succès comme La délicatesse, Charlotte, Le mystère Henri Pic. Votre dernier roman, il est là, c'est Deux sœurs. Deux sœurs, On va oui. en parler justement, il est sorti depuis quelques semaines. On y suit l'histoire de Mathilde qui sombre dans le désespoir après une rupture amoureuse et qui se réfugie chez sa sœur qui, elle, est heureuse en ménage. Dans ce livre, vous dites... La douleur d'une rupture amoureuse, elle est sous-estimée parfois. On se dit, Non, bon, mais- tu t'en remettras. Oui, parfois les gens vous disent ça alors que ça peut être une violence extrême. Et vous l'avez très bien résumé, le livre, c'est exactement ça. J'avais envie de raconter une rupture amoureuse qui soit vraiment comme une dévastation. Mathilde n'arrive plus à avancer, sa raison d'être s'arrête et elle va se laisser sombrer. Finalement, pour pouvoir surmonter, elle va changer de personnalité. Et il y a ce rapport avec sa sœur. C'est vrai que parfois on compare les destins dans les familles entre deux sœurs. Elle va être hébergée par sa sœur qui, elle, nage en plein bonheur. Elle vient d'avoir un enfant, elle a un mari génial. C'est déjà difficile d'aller mal, mais en plus quand on a le bonheur de sa sœur qui vous saute au visage tous les jours, Ouais. ça va faire en sorte que Mathilde dérape. On ne peut pas raconter la fin, mais Non, voilà. non, on ne spoilera pas, on ne divulgachera pas, comme disent Très les bien. Québécois. Donc, il y a un caractère insidieux de certains liens fraternels. Vous le disiez, la jalousie, l'envie. Est-ce que vous vous êtes inspiré de votre vécu Ah non, ou pas de mon frère. Moi, je travaille avec mon frère. Ne me Ouais. mettez pas mal avec Non, mon non. frère. Non, mais d'abord, C'est c'est pas mon pas intention. quelque chose de familial, Ouais. parce que ça peut être. Ça peut être un meilleur ami, par Exactement, exemple. Ouais. bien sûr. Il y a une comparaison, mais parfois dans les familles, il y a cette idée que voilà, on est issu du même moule, donc pourquoi les destins sont si différents? Avec quand il y en a un qui réussit, l'autre qui rate, ça peut être très difficile. Et c'est vrai que Mathilde, elle a un sentiment aussi. Parfois, quand les gens veulent vous aider, c'est le cas de sa sœur, elle est Oui, bienveillante elle veut avec bien faire, elle. en fait. Eh bien, on a besoin, une rupture amoureuse, on n'a pas de coupable, on n'a pas d'ennemi. Mm. C'est une fatalité. Oui. Et donc, finalement, les gens qui cherchent à vous aider, à vous faire du bien, peuvent devenir des boucs émissaires. Alors, on est dans une foire du livre. Vous avez de très nombreux lecteurs que vous allez bientôt rejoindre. Oui. Vous êtes un lecteur assidu. Qui sont vos auteurs fétiches à vous? Ah, moi, je lis énormément. Alors, parmi les classiques, bien sûr, je suis boulimique de lecture, Ouais. de Romain Gary à Dostoïevski. Mais là, je retrouve tous mes collègues de travail. Ouais. C'est-à-dire petite qu'il y a... convention, Non, en mais il y a fait. plein d'auteurs. J'ai invité mon éditeur qui vient d'écrire un livre formidable, Jean-Marie Laclaftine. Il y a Serge Oncourt, il y a un jeune écrivain que j'ai invité aussi, Édouard Bureau, Agathe Ruga. Enfin, j'ai plein de gens que j'aime bien. Il y a Jean Telet. Enfin, il y en a... Ici, je trouve que la programmation est exceptionnelle, quoi. Alors, c'est vrai, il faut venir, mais il y a déjà tellement de monde. C'est vraiment une belle réussite. Bah, merci Et puis, beaucoup. j'étais venu ici pour mon premier salon en Oui, 2002. oui. Donc c'est émouvant de revenir en tant que Et vous président. aviez vendu 5 livres, c'est ça? Oui, mais les gens étaient attentifs. D'ailleurs, j'ai retrouvé les lecteurs de 2002. C'est pas et vrai. Ils sont encore là et ça me fait plaisir. Et donc, ils sont restés fidèles. Voilà, j'ai vu Nicole, ma première lectrice ici. Bah, on lui passe le bonjour à Nicole. Voilà. Merci beaucoup, David Fuenquinos. On va Merci vous à laisser vous, hein. rejoindre votre stand. Vous avez été notre première invitée. Bah, on va continuer cette émission. L'un des grands succès de Lire à Limoges, ce sont les auteurs jeunesse. Ils sont nombreux. Ils s'impliquent beaucoup dans ce salon et ils ont beaucoup de succès. En ce moment, Martial Codéboise est avec les créatrices du Monde de Lucrèce. C'est ça, Martial? Mais oui, le monde de Lucrèce avec Anne Goscinny et Catel. Mais d'abord, on va parler du petit Nicolas, donc avec Antonin, bien qui va poser ses questions à Anne Goscinny. Je crois que tu connais bien le petit Nicolas.
Oui. Ouais. C'était difficile d'être la sœur du petit Nicolas? Écoute, je ne suis pas certaine d'être vraiment la sœur du petit Nicolas. Je peux dire que j'ai d'une certaine façon la responsabilité du petit Nicolas, puisqu'il fait partie des personnages que mon père a inventés ou co-créés. Et à ce titre, je dois veiller sur lui et faire attention surtout à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec lui. Vous avez un personnage préféré dans le petit Nicolas? Écoute, je crois que jusqu'à l'âge de 11-12 ans, j'aimais beaucoup le petit Nicolas et depuis que j'ai des enfants, je me sens assez proche de la mère, qui est toujours débordée. Vous arrive-t-il de reconnaître dans votre quotidien des gens que vous... Je suis désolée. Il faut parler plus Dans fort. Faut que tu t'approches. Reconnaissez-vous dans votre quotidien des personnes qui vous rappellent des personnages du petit Nicolas? Écoute, moi j'ai 2 enfants qui sont grands aujourd'hui, qui ont 16 et 18 ans. Mais sans doute, quand ils étaient plus petits, je ne peux pas dire que j'en ai un des deux qui soit Agnan ou Clotaire, non. Mais tu sais, les enfants du petit Nicolas sont quand même des enfants assez normaux. Donc même toi, dans ta classe, je suis sûre qu'il y a le meilleur de la classe, il y a le cancre, il y a celui qui aime manger des bonbons tout le temps. C'est vrai? Je suis sûre que toi aussi, tu connais des personnages du petit Nicolas. Oui. Ah, voilà. Merci beaucoup donc Anne Goscinny, le petit Nicolas, 15 millions d'albums donc vendus dans le monde, avec aussi un hommage, donc on l'a vu hier avec une place Goscinny sans paix Absolument. ici à Limoges. Merci beaucoup, on va aller voir votre... puis avec Et en le- occitan bien sûr, pour fêter avec les 60 ans. Le petit Nicolas en Limousin. Alors on va juste passer à votre voisine juste à côté de Très vous. bien. Catel, bonjour. 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 On vous connaissait Voilà. bien évidemment pour vos biographies en BD de ces femmes d'exception, Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Baker. Mais là, on vous retrouve avec le 3e tome du Monde de Lucrèce que vous avez donc fait avec Anne Goscinny qui vous prend en photo actuellement. Oui, elle ne peut pas se passer de mon image. Non, mais je vois ça. Donc, elle vit. Lucrèce, c'est un peu la grande sœur finalement du petit Nicolas. Alors Lucrèce, oui, enfin c'est d'abord notre enfant, il faut bien l'avouer. C'est pour ça qu'Anne et moi on ne se quittent plus. On s'est rencontrés, on s'est aimés d'amitié, je vous rassure. Mais nous avons quand même été capables de faire une petite fille ensemble. Nous avons toutes les deux des maris d'une part et nous avons des filles aussi. Ils sont pas jaloux. Je crois qu'ils acceptent très bien. Non, c'est une grande famille recomposée. Et voilà, ensemble, on a eu envie de créer un petit personnage de papier, donc notre fille de papier qui s'appelle Lucrèce. Et il se trouve que Lucrèce, évidemment, avec l'ascendance, la descendance qu'elle a, c'est évident qu'elle a affaire au petit Nicolas et la presse l'a nommée la grande sœur du petit Nicolas. Alors elle vit justement avec sa mère, son beau-père, son demi-frère Victor, sa grand-mère qui est Scarlett, un petit peu faux-folle quand même. Qui Sa s'appelle tor- Arlette, en fait. Qui s'appelle voilà, Arlette, ouais. Sa tortue, un lapin, journal intime. En fait c'est Lucrèce, mais c'est un petit peu tout le monde de Lucrèce autour. C'est aussi sa famille, ses proches. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le monde de Lucrèce. C'est Lucrèce, mais c'est son environnement. Lucrèce est au centre. Et cette famille, je dirais, recomposée, mais en réalité composée de tous ces gens, de tous ses amis. C'est ses copines qui s'appellent les 3 Lines. Aline, Pauline, Colline. Voilà, c'est la trouvaille d'Anne, c'est formidable. Et puis sa maman, son papa artiste, son beau-père, enfin, tout ça forme un grand monde. Et Lucrèce en est le centre. Mais ça me permet à Anne de raconter en fait des histoires beaucoup plus larges que le centre même de cette petite fille, c'est tout ce qui gravite autour d'elle. Mais alors dites-moi Catel, on vous connaît du monde de la BD, mais là vous êtes illustratrice, c'est pas trop dur de plus avoir les petites bulles? Écoutez, j'ai commencé par le monde de la jeunesse. J'ai travaillé pendant 10 ans exclusivement en jeunesse avant de me lancer dans la bande dessinée. Et je suis bien contente de continuer parce que je n'ai pas vraiment perdu la jeunesse. J'en ai fait beaucoup avec Fanny Joly aussi. Mais avec Anne, j'ai retrouvé tout le plaisir que j'avais à mes débuts de la création ensemble d'un univers. Et en plus, qu'on rencontre un public aussi nombreux, évidemment, c'est extrêmement valorisant, extrêmement vivant, heureux. On peut que s'en réjouir en fait. Merci beaucoup Catel. Je crois que vous allez faire une petite incartade au monde féminin puisqu'il me semble qu'en septembre vous allez sortir un peu une biographie autour de René Goscinny. Voilà, alors pas du tout une incartade parce qu'en fait D'accord. c'est le roman des Goscinny et mon D'accord. héroïne principale est justement Anne Goscinny. Et c'est bien sûr l'histoire de son papa mais aussi à D'accord. travers les yeux de sa fille. D'accord, merci beaucoup Catel, merci beaucoup Merci. Anne Goscinny. Je crois qu'on va se faire peur maintenant, donc Anaïk. Oui,
on va se faire peur, Martial, parce que nous sommes en compagnie d'un des auteurs majeurs du thriller français, Franck Tillier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Plus de 5 millions d'ouvrages vendus. Le dernier s'appelle Lucas, la suite des aventures de votre personnage fétiche, Charcot. J'ai envie de dire qu'on ne pourrait pas faire plus actuel au niveau des thèmes. Les réseaux sociaux, le transhumanisme, la quête de l'immortalité. Vous êtes inquiet de ce qui se passe en ce moment dans le monde ? Oui, je suis assez inquiet parce qu'effectivement, on voit bien comment ça se passe aujourd'hui. Les réseaux sociaux, on est tous connectés les uns aux autres. Toutes ces données très très personnelles qu'on donne aux machines. Vous êtes expert en informatique au départ, vous ? Oui, complètement. Et puis on voit les embrasements médiatiques sur des dérapages sur les réseaux, les fausses nouvelles, les fake news, comme on dit. Donc, le roman parle de ça, parle aussi toujours de faits d'actualité vraiment très très contemporains. Oui, et puis, de la GPA, de la PMA. Voilà, tout ce qui prête à débat, et je les intègre en fait dans une grosse enquête de la brigade criminelle parisienne. Alors, vous partagez avec un autre auteur de polar, Michel Bussy, une forme de succès discret, simple. Vous vivez toujours dans le Nord. Oui, C'est vrai que les salons du livre, c'est l'occasion pour vous de vous trouver des informateurs. C'est ça que vous dites quand vous discutez avec vos lecteurs, parfois ça vous inspire ? Ben oui, complètement. Avec Michel Bussy, on a ce point commun de vraiment écrire pour nos lecteurs. C'est ce qu'on aime, voilà, et on aime bien les rencontrer parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus important que l'avis d'un lecteur qui lit un livre. Parce que lui, voilà, il vient vous voir, il donne son avis, s'il a aimé ou s'il n'a pas aimé. Et des fois, c'est dur ou pas ? Non, c'est toujours très vrai. C'est-à-dire que ce que pense un lecteur, eh bien moi, on essaie de faire que le livre marche auprès d'un lecteur. Et quand un lecteur a un accrochage avec un passage ou quoi, on essaie de lui demander pour voir pourquoi ça vous a moins plu. Et ça permet vraiment c'est comme ça qu'on progresse et qu'on raconte de meilleures histoires. Alors vous êtes un grand admirateur de Stephen King, si je ne me trompe pas. Parfois, on est terrifié en lisant votre livre. Enfin, moi, je l'ai été en tout cas. Comment on arrive à faire ça, à terrifier un lecteur avec des mots, avec des phrases ? C'est un livre, il faut voir ça comme un manège à émotions. C'est-à-dire que quand on lit un livre, on a envie d'être embarqué dans un univers. Alors, quand c'est le polar, c'est un univers plutôt sombre et qui fait peur. Et moi, la peur m'a toujours fasciné en tant que lecteur, d'avoir le frisson, de se cacher un peu comme ça. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est de retransmettre ce frisson, cette peur à mes lecteurs, et aussi le goût du suspense. Et je fais ça depuis 18 romans, parce que Lucas est le 18e. Oui. Donc voilà, c'est des choses que je commence à bien maîtriser. Je prends beaucoup de plaisir à faire peur à mes lecteurs. On pense aussi aux neuromatrices de Maurice Dantec, par exemple. On peut dire qu'en fait, il y a 2 obsessions actuelles dans votre livre. C'est repousser la mort, tout en partageant sa vie avec le reste du monde, ce qui est très étrange finalement. Oui, il y a quelque chose qui fait toujours peur, qu'on ait l'argent, qu'on ait la gloire, c'est la mort. C'est la barrière vers laquelle on va tous. On sait que Google travaille en ce moment sur les limites de la mortalité. Mais oui, complètement. J'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là, dans le domaine de la manipulation génétique, de l'immortalité. Qu'est-ce qui fait en nous qu'à un moment donné on meurt ? Et c'est vrai qu'il y a des gens extrêmement puissants aujourd'hui qui ont énormément d'argent et de moyens, qui ont peut-être trouvé les moyens justement de repousser la mort et de devenir quasiment immortel. Donc ce qui était vraiment une quête il y a encore 300 ans ou 400 ans, aujourd'hui ça devient presque la réalité, on n'en est vraiment pas loin. Alors, on a récupéré la couverture définitive de votre livre, qui ferait un super film, je dois dire. Les adaptations, il y a eu quelques atermoiements à propos de la série Charcot. Ça verra le jour ou pas, l'adaptation Oui, alors il y a quelques-uns de mes livres qui sont en cours d'adaptation, dont Rêver pour le cinéma. Il y a une série qui est en cours de développement en France avec ces personnages-là. Ça reprend l'un des romans et ça le découpe en 6 ou 8 épisodes. C'est aussi en cours. Il faut attendre un peu parce que l'échelle de la télé et du cinéma, c'est parfois très très long. Et il y a un film en 2007 qui était sorti qui s'appelait La Chambre des Morts, avec Mélanie Laurent et Gilles Lelouch, qui était l'adaptation de l'un de mes romans. Un très bon film, un très bon polar. Et ça fait quoi de les voir sur l'écran, vos personnages ? Mais ça fait toujours... c'est une belle aventure à vivre, d'écrire des livres. Moi, je regardais beaucoup de films quand j'étais plus jeune. J'adorais le cinéma, et de se dire finalement... C'est le cinéma qui m'a mené à l'écriture, et aujourd'hui mon écriture se transforme en film. Donc c'est une belle récompense, une belle boucle qui se ferme. Merci beaucoup Franck Tillier, je le remontre. Ça s'appelle Lucas, ça vient tout juste de sortir. C'est un excellent thriller. On va tout de suite passer d'un Franck à l'autre, puisque Martial Codesbois est désormais en compagnie de Franck Bouis, un auteur limousin qui fait un carton, et ça nous fait très plaisir. À vous Martial.
Mais oui, tout à fait, Anaïk, d'un Franck à l'autre, avec un Franck Bouys, régional aussi de Lire à Limoges, avec son Né d'aucune femme à la manufacture de livres. Alors, on connaissait bien sûr Grossir le ciel, Glaise, Plateau, donc Né d'aucune femme. Alors peut-être qu'on est au 19e, au 20e, on ne sait pas trop. On va faire le pitch. Bonjour Franck, comment ça va ? Bonjour, ça va? Alors, on fait le pitch. Rose, 14 ans, est vendue par son père miséreux au maître du château. C'est un petit peu des allures de conte, non? Avec il y a même une marâtre. Oui, il y a à peu près tous les codes du conte, effectivement, même si quand j'écrivais le livre, je ne pensais absolument pas au conte de mon enfance. Mais en fait, comme tout surgit de l'enfance, mais voilà, ce livre est arrivé comme ça un jour. Un conte assez sombre, hein. C'est un roman choral. Avec donc on entend Rose, Gabriel, Onésime, Edmond aussi qui prennent la parole à tour de rôle, mais chacun est un petit peu face à sa solitude quand même. Oui, face à sa solitude et face à ses doutes, face à ses contradictions, face au drame aussi, face à la tragédie. Oui. Il y a quand même, je crois que c'est Hugo qui disait que l'enfer était contenu dans ce terme de solitude. C'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans vos livres et aussi dans vos précédents livres. La solitude, l'enfermement, oui, il faut croire que c'est certainement une obsession. Et en général, quand on écrit, on décline une obsession. On n'écrit pas le même livre, mais on décline quelque chose de fort, qui vient de loin. Voilà. Il y a autre chose aussi dans qui est vraiment un livre extraordinaire. Il y a un petit peu de Faulkner, de Cormac McCarthy également. Il y a aussi autre chose. À un moment donné, vous écrivez, chacun doit rester à sa place. Lui, il surnage toujours au-dessus de l'eau. On n'est pas un petit peu dans une forme de lutte des classes? Oui, certainement, oui. Moi, j'ai pas ce projet-là quand j'écris le livre, mais effectivement, il y a plein de thèmes comme ça. C'est pas un roman à message, mais effectivement, on trouve comme ça effectivement des thèmes très actuels, très modernes, même si le livre se passe absolument pas au XXe siècle, ça clairement. Mais je me suis aperçu en fait que c'est une problématique qui pourrait se retrouver aujourd'hui dans un autre pays, pas si éloigné de nous que ça. On reste, Franck, toujours ancré dans notre territoire avec, on croit reconnaître à un moment donné une chartreuse. Je crois reconnaître le préventorium du Glandier en Corrèze. Mais est-ce que vous en êtes inspiré ou pas? C'est le terrain de jeu de mon enfance, cette forêt-là. Et donc, effectivement, quand je retourne y vivre il y a quelques années, quand je reviens face à cette chartreuse, mon enfance surgit, et moi qui étais lecteur de Dumas, de Dickens, de Stevenson, j'ai dû pétrir cette patte romanesque pendant plus d'une quarantaine d'années, et puis ce livre surgit un jour, la graine se met à germer. Très rapidement, merci beaucoup Franck Bouys. Où en est l'adaptation de Grossir le ciel au cinéma? Le scénario est écrit, ils sont actuellement sur le casting, donc voilà, il manque Gus, je crois. À trouver, mais pour le reste... On a hâte, en tout cas merci pour cet excellent livre. C'est à vous Anaïk, avec un autre auteur, sur le plateau de France 3. Et oui, Martial, on se fait une petite séquence entre filles rockeuses. Girls Rock, c'est le livre de Sophie Rosemont. Bonjour. Vous êtes auteure, chroniqueuse, journaliste pour Rolling Stone, Vanity Fair, Les Un Rock, entre autres. Ce livre-là, c'est pour mettre fin au mythe. Non, le rock'n'roll n'est pas un truc de mec, c'est ça? C'est exactement ça. Le rock'n'roll, c'est aussi un truc de femme. Oui. Et d'ailleurs, la première grande rockeuse était bien une femme, Sister Rosetta Tarp. Donc oui, effectivement, le rock'n'roll est autant un territoire féminin que masculin. Et il y avait un manque en la matière. C'est pour ça que vous avez fait ce livre? C'est vrai qu'il y a eu un livre dans les années 80 en France qui était sorti sur les femmes rockeuses, mais 1980, il était temps quand même de remettre un peu à jour cette grande histoire. Alors on peut en citer quelques-unes, il y en a des dizaines, mais Patti Smith qui sera en Creuse pour un grand concert cet été, on le signale. Janis Joplin, PJ Harvey, Courtney Love, Björk, Kate Bush, Fiona Apple. Vous en avez rencontré certaines, vous pour vos interviews, vous avez cette chance. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces filles, ces rockeuses? L'indépendance, la ténacité et puis souvent la radicalité. Oui. Vraiment une radicalité assez forte. Elles ont envie de faire passer des messages et surtout elles n'ont pas du tout envie qu'on attribue leur art à quelqu'un d'autre. Et des fois c'est le cas. Et parfois, oui, c'est le cas, surtout ça l'a été avant. Là maintenant, aujourd'hui, il y a un petit peu moins d'emprunt à nos chères rockeuses. Mais en tout cas, elles savent exactement qu'elles ont une place à tenir.
Ce que vous expliquez qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toujours cette espèce de cliché de filles qui se crêpent le chignon et tout ça, et qu'il y a une sororité entre ces artistes-là. Elles ne sont pas jalouses, quoi. Exactement, elles sont très bienveillantes les unes envers les autres, elles se soutiennent, elles s'influencent, elles se citent, elles collaborent ensemble, elles chantent ensemble, elles vivent ensemble. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre ces artistes. Alors, beaucoup de rankeuses anglo-saxonnes, of course, hein, mais vous proposez aussi à des artistes françaises de parler des figures qui les ont influencées. Pourquoi ? Déjà pour un petit peu ancrer le propos dans un territoire français et aussi dans une jeunesse française. C'est-à-dire que même si on est une jeune chanteuse française, qu'on fait plutôt de la pop, on peut être influencé par Patti Smith, par Kate Bush, par Courtney Love, par Lydia Lunch, par toutes ces figures assez mythiques. Donc c'était un petit peu accrocher le récit à quelque chose de plus proche de nous peut-être. Oui. Alors, on n'a qu'une envie quand on lit ça, c'est de brancher son MP3 puis de se faire la BO, puisque voilà, on lit de la musique, mais on a envie de l'entendre aussi. Vous auriez un conseil pour les gens qui nous regardent de choses à redécouvrir ou à découvrir qui seraient trop méconnues alors qu'elles vaudraient le coup d'œil ? Il y a énormément de choses, mais c'est vrai qu'il faut toujours redécouvrir Karen Dalton, si on ne la connaissait pas, qui avait une voix incroyable, qui faisait même tomber par terre Bob Dylan. C'est vrai qu'il y a les figures mythiques dont on ne connaît pas forcément toute la discographie, comme Kate Bush ou comme Joni Mitchell, même des country girls comme Dolly Parton, et puis des chanteuses plus timides de groupes comme Beth Gibbons, The Portishead qu'il faut écouter, et effectivement les punks, The Slits, Nina Hagen, voilà, beaucoup de femmes comme ça de tempérament. Alors, dernière question, vous abordez aussi la vie privée de ces femmes-là, puisqu'il y a souvent un choix qui se fait entre avoir une vie de famille ou pas, se consacrer entièrement à son art, comme Pete Gervais par exemple. C'est une question qu'elles se sont toutes posées en fait. Oui, je pense qu'elles se sont toutes posées parce qu'elles ont été confrontées à ce choix qui n'est pas forcément chez les hommes pendant longtemps. Hein. Les hommes ne se posaient pas la question alors que les femmes devaient, elles, se la poser. Et certaines ont choisi d'éluder ce problème et se dire on est indépendante jusqu'au bout. Et si on a envie de juste faire de l'art, si on n'a pas spécialement envie de fonder une famille, pourquoi serait-on obligé ? Si la musique, c'est leur bébé, voilà. C'est ça, ce sont leurs albums, leurs petits bébés. Merci beaucoup Sophie Rosemont. Merci à vous. Je rappelle le nom de votre livre, Girls Rock, un livre à écouter avec de la musique dans les oreilles. Notre émission spéciale continue sous le chapiteau de Lire à Limoges. Il fait toujours très chaud, mais on est très content d'être là et d'être avec vous pour cette heure. Des dizaines d'auteurs et des milliers de lecteurs sont toujours au rendez-vous, n'est-ce pas Martial ? Mais oui, et puis alors il y a énormément de monde. Et puis on n'a pas encore demandé à des lecteurs et à des lectrices. Je crois qu'on a Clémence, c'est ça. Alors dites-moi bonjour, est-ce que vous aimez lire quoi ? Je lis beaucoup de choses sur le social, la psychologie, ces choses-là, et beaucoup de policiers aussi, de romans, de polars, voilà. Est-ce que vous avez trouvé votre compte aujourd'hui à Lire à Limoges ? Oui, en partie. Mais pour moi, il n'y a pas assez de romans sur la psychologie et vraiment le social en lui-même. Il faut vous y mettre, non ? Peut-être. Merci à vous en tout cas, et puis bonne lecture ici à Lire à Limoges. Merci Clémence. On va aller voir quelqu'un qui pendant longtemps a écrit sur les fourmis. C'est Bernard Werber. Alors il a quitté sa trilogie des fourmis. Pardon mesdames, là on se glisse un petit peu. Ah, alors là voilà, Bernard Werber, bonjour. Merci de nous accueillir. Tenez, vous pouvez prendre votre micro. Donc là, votre dernier livre, c'est La boîte de Pandore. Donc on est très loin de cette trilogie des fourmis. Là, on se retrouve avec René Toledano, qui est professeur d'histoire. Il va faire une expérience étrange d'hypnose régressive pour se trouver au départ dans la peau du capitaine Hippolyte Pélissier, dans les tranchées. Il va explorer combien ? Je crois que c'est 112 vies intérieures, c'est ça ? Oui, il en est à sa 112e vie, donc il y a 111 vies précédentes à découvrir. C'est un peu basé sur le principe de la réincarnation, à savoir est-ce qu'on a eu d'autres vies avant cette vie, ce qui expliquerait qu'on soit précisément comme ça parce qu'on a été influencé par toutes ces vies. Alors il a été comtesse, atlante même, galérien, moine bouddhiste, une indienne aussi. L'idée vous est venue comment de votre propre vécu ? Vous avez vous-même pratiqué l'hypnose régressive ? Alors avant, dans ma vie professionnelle antérieure, j'étais journaliste scientifique et j'ai enquêté sur l'hypnose. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de faire une hypnose un peu spéciale, c'est l'hypnose régressive, à savoir qu'on ferme les yeux, on visualise un couloir avec des portes, on ouvre une porte et derrière cette porte, il y a une de ces vies antérieures qu'on peut visiter comme si on lançait un petit film vidéo. Qu'on peut voir dans votre livre. Voilà, et ça a super bien marché. Je me suis dit,
tiens, en tant que romancier, j'écrivais déjà à l'époque, c'est une matière première extraordinaire, puisque j'arrive à ramener des détails qu'on ne trouve même pas dans le livre d'histoire sur comment était le monde. Donc j'ai compilé toutes ces vies. Maintenant, je ne pourrais jamais affirmer que je suis certain que nous avons des vies antérieures. Ouais, mais en tout cas, c'est une base. Pardon, mais c'est que vous avez été même soldat, je crois, c'est ça? Anglais. Et archer, c'est ça, soldat anglais, de la perfide Albion. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des vies dont on se rappelle plus ou moins, avec plus ou moins de détails. Et cette vie-là, je me rappelle, en tout cas, c'est nul, un soldat anglais. C'est-à-dire, on est là, c'est un peu comme figurant au cinéma. Vous arrivez le matin, après vous faites votre petit rôle qui consiste à lancer des flèches, et après vous touchez votre solde et vous repartez. Et on ne voit rien de la bataille. Et c'est pas comme un match de foot, on ne se dit pas espérons qu'il y a un camp qui gagne ou l'autre. On est juste dans un processus de petit artisan. Voilà. C'est-à-dire soldat, c'est un métier d'artisan. Alors des vies, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il faut l'ouvrir vraiment, cette boîte de Pandore, au risque de voir toutes ces vies antérieures s'enchevêtrer? La réponse que je donnerais, c'est faut l'ouvrir, mais avec précaution. C'est un peu comme la plongée sous-marine. N'importe qui n'est pas capable de descendre au fond des mers. Il faut des paliers de décompression, voilà. C'est ça? Il faut une bonne santé, il faut déjà être clair dans son esprit. Je crois que pour les gens qui sont un peu perturbés dans leur vie normale, on n'a pas intérêt du tout à aller voir les vies antérieures qui risquent de perturber encore plus. Mais par contre, pour ceux qui sont un peu curieux, qui veulent comprendre qu'est-ce qui les influe au fond d'eux-mêmes, il y a tous ces récits qui apparaissent. Et je sais, chaque fois que je fais mon spectacle, il y a quelqu'un qui me trouve un nom et un prénom et découvre une vie complète qu'il peut raconter en détail. Et ça, je n'ai pas d'explication autre que peut-être que nous avons en effet des vies antérieures. Alors c'est vraiment un livre fascinant, avec aussi ce concept de famille d'âme dans votre roman, c'est-à-dire qu'on retrouve des gens de vie en vie. J'aime bien cette idée parce que ça veut dire, vous voyez, quand je viens à Limoges, je vais peut-être retrouver des gens que j'ai connus dans des vies antérieures. Je ne pourrais jamais prouver que tout ce qu'il y a dans mes livres est vrai, mais je trouve que l'idée de se dire qu'on a vu des vies avant, qu'on va en avoir après, déjà, ça nous met moins de pression sur celle-ci. Et l'idée qu'on se dise qu'il y a d'autres vies qui nous accompagnent et qu'on a des copains qui vont apparaître parce que ça fait plein de vies qu'on est copains avec eux, c'est plus facile. Très sympathique, ouais. Et d'ailleurs, à la fin de votre roman, vous dites « La vie est facile quand tu acceptes l'existence que tu as reçue ». C'est du coup beaucoup plus facile de vivre sa vie actuelle. Merci beaucoup Bernard Werber. Anaïk, on va vous retrouver tout de suite. Il me semble que Médusor, si ton cœur est d'or. Il l'a fait, il a chanté. Martial, je vous adore. Des livres pour tous, des essais, des romans, des livres jeunesse au menu de cette émission spéciale sous le chapiteau de Lire à Limoges. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Bonjour Bruno Salomon. Bonjour Anaïk, comment ça va? Ça va bien et vous? Ouais, impeccable. Pas trop chaud, ça va? Ça va, bon. Ça va, je me mets dedans. Vous êtes comédien, on vous connaît, le grand public vous connaît surtout pour ça. Vous écrivez vos spectacles, mais vous écrivez aussi des livres, pardon. Celui-ci, Les Misophones. Il y est question de bruit, justement. Exactement. Alors, c'est pas connu. Le monsieur qui l'a découvert, ça date de 2000. Ce serait la haine des sons. Littéralement, miso, la haine, phonie, les sons. Et donc, c'est des gens qui ont une perception particulière à certains sons, notamment le plus connu, le plus référencé, c'est la mastication. Comme les gens qui mastiquent des pop-corn à côté de vous au cinéma ou qui mangent des chewing-gums en permanence. Personne ne trouve ça forcément joli ou agréable. Non. Mais il y en a que ça rend fou. Voilà, il y en a qui se disent bon, c'est pas joli, mais bon, je passe à autre chose. Et d'autres qui se focalisent dessus et que ça obsède. Il y a un point qu'ils sont obligés soit de partir, soit d'agir. Oui. Et c'est toujours compliqué à exprimer parce qu'on ça passe pour un caprice. Alors qu'en fait, il s'avère que c'est un trouble neuropsychique. Oui. Un dysfonctionnement du cerveau. Vous dites dans le livre 10 à 15% des Américains, parce que c'est une étude américaine. 15 à 20%, d'après une étude américaine. C'est énorme. C'est énorme, c'est colossal. C'est presque une personne sur 5 qui serait misophone. Alors que je vous disais, il y en a qui... à des degrés divers. Ça, voilà, il y a des degrés différents. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a l'échelle de l'activation de la misophonie qui va de 0 à 10. 0, vous trouvez un bruit pas forcément agréable. Mais bon, ça ne vous dérange pas plus que ça. Et 10, vous passez à l'acte. Vous devenez violent. Donc ça peut être dangereux. Ça va, il n'y a pas trop de bruit là Ça va, ça passe très bien. Non mais peut-être que certains tueurs en série seraient misophones, on ne sait pas. Ah oui, carrément. On ne sait pas. Alors il y a un moment, il y a l'un de vos personnages qui prend des cours de yoga pour se détendre un peu justement. Et sa prof lui dit oui, mais maintenant on met des noms sur toutes les maladies, dès que ça va pas. C'est pour aller contre cet argument-là, vous, que vous écrivez ça justement pour dire déjà non, pour c'est un faire vrai connaître, trouble. parce que le problème des gens qui sont misophones, c'est qu'ils se sentent seuls. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux et ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils trouvent ça, les gens trouvent ça ridicule. Et là, ils vous en parlent, les lecteurs là. Et là, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour me dire j'ai ce problème-là,
Et ça peut être vraiment compliqué quand c'est des adolescents, par exemple, qui subissent ça avec leurs parents, parce que d'un seul coup, ils passent pour des capricieux. Oui, ils ne veulent pas manger avec leurs parents, par exemple. Donc c'est ça problématique. passe mal, ça. Et le problème, c'est que la solution, elle est complexe. Ouais. Parce que vous allez le dire, la personne ne va pas s'empêcher de vivre, ni de manger, ni de respirer. Oui. Donc comment vous faites pour vivre avec ça? C'est tout ce problème, c'est la résilience. Alors donc ces deux personnages, c'est une fiction, hein, bien sûr, moi je ne suis pas médecin, mais c'est une fiction. Mais vous êtes misophone, vous? Moi-même, je suis très sensible de la feuille, hein, vous voyez, j'ai une perception particulière. D'accord. Mais là, on est dans un roman, hein, une fiction totale. C'est Damien et Alexis qui sont en fait, qui deviennent amis, qui cohabitent. Ils se connaissent par ce trouble-là, quoi. Ils se trouvent ce point commun. Ouais. Et souvent, on va se retrouver chez quelqu'un qui nous ressemble. Ben voilà. On a besoin. Moi, j'appartiens à aucune communauté, mais là, ça serait ma communauté. C'est la misophonie, les misophones. Alors, lors de notre dernière émission à la Foire du Livre de Brive, on a reçu votre ancien collègue de Fais pas ci, fais pas ça, Guillaume de Tonquédec, voilà, pour son livre. Vous étiez Denis Boulet dans cette série qui est très populaire auprès de nos téléspectateurs. Est-ce qu'on hésite avant de se lancer dans le roman, quand on est comédien dans un autre domaine, on va dire artistique, où on se dit, bon, allez, j'y vais, quoi, je me lance? J'avoue que si je n'avais pas été motivé par Philippe Héraclès, qui est le patron du Cherche Midi, qui m'a dit vas-y écris quelque chose, parce que j'avais déjà écrit un livre qui était une sorte de développement personnel, il m'a dit je sens que tu as quelque chose, tu as un potentiel, vas-y creuse. Je me suis dit mais ça paraît tout de suite prétentieux de dire je suis écrivain et tout, etc. Ouais. Alors je me suis dit non mais moi j'écrivais déjà mes spectacles, en fait ce que je veux c'est raconter une histoire et je suis allé au plus simple, je me prends pas pour Victor Hugo, Zola, mais voilà j'ai envie de raconter quelque chose et à partir du moment où je vous embarque et que vous croyez en l'histoire et qu'il y a un enjeu, c'est ce qu'on fait quand on est... Moi, j'écris des scénars, j'écris des sketchs, des spectacles, etc. Et c'est toujours... c'est la même chose, c'est être pris, être tenu en haleine par quelque chose. Et c'est ça, c'est la même difficulté, mais sauf que là, on fait tout par les mots, c'est pas à nous. Il n'y a pas mon interprétation qui entre en compte, et c'est les mots qui font exister les scènes. Donc vous allez poursuivre peut-être dans cette voie? On verra, hein, on croise les doigts. Moi, je verrai, mais là, c'est parti vraiment de moi, hein, parce que je suis assez sensible. Donc, ça parle un petit peu de moi, ça parle de choses que j'ai observées, de témoignages que j'ai recueillis. Donc, maintenant, je suis le professeur Salomon. Oui, vous avez trouvé une méthode, justement, pour vous calmer, vous déstresser quand ça vous arrive? Il y a une technique dont je parle dans le livre, mais c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Donc, on la cherche. On est vraiment au balbutiement de... Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans. Bon, appel à nos téléspectateurs. J'appelle à tous les médecins, c'est parce qu'il y a plein de généralistes qui ne connaissent pas la misophonie. Voilà. Souvent, les psychiatres notamment connaissent, mais vraiment, c'est méconnu. Donc, le message est passé. Merci beaucoup, voilà, Bruno Salomon. Vous l'êtes vous-même d'ailleurs vous-même? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment. Bravo. J'ai Louis Fine, mais à part ça, voilà, je suis pas gênée par les bruits. Quelqu'un mastique à côté de vous, ça vous dérange pas du tout? Non, pas du tout. C'est vrai? Bah oui. Pas du tout. Non. Bon, d'accord, très bien. Merci beaucoup, Bruno Salomon. Merci à vous. À bientôt. On va retrouver tout de suite Martial et Antonin, qui sont cette fois en compagnie de Mario de Muraille, auteur incontournable de la littérature jeunesse. Mais oui, tout à fait. On la connaissait comme une star de la littérature jeunesse. Et bien là, en nous, beaucoup d'hommes respirent, donc plutôt une vie, ou plutôt des vies sur 3 générations. Mario de Muraille, bonjour. Bonjour Mario de Muraille. Bonjour. Merci de nous accueillir. Voilà, j'étais avec mes lecteurs et mes lectrices. Donc en nous, beaucoup d'hommes respirent. Absolument. C'était vraiment un désir d'autobiographie. Un désir de transmettre encore des histoires d'amour, mais cette fois-ci, on va dire pour de vrai. Voilà, l'histoire de mon grand-père et de ma grand-mère, de mon père et de ma mère, et de moi et de mon mari, parce que j'ai retrouvé tous les documents, les lettres, les journaux intimes, les photos. Et donc, c'est l'histoire d'amour telle qu'elle se raconte quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans. Pas les souvenirs, mais c'est du chaud, c'est du vivant. Et alors, moi, j'avais envie de dire l'amour. Et alors, l'histoire commence par un coffret de bois. Ce sont les souvenirs de votre grand-mère. Puis après, très rapidement, il y a votre mari dans le livre qui vous interrompt, qui dit Mario, le personnage principal, c'est toi. Il ne faut pas que l'on perde ta voix. C'est dur d'écrire de soi à travers les autres, sur soi. C'est-à-dire que là, j'avais un matériau où les gens savaient écrire. Donc, même la petite couturière, elle a un style incroyable. Elle a la musique des mots. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure que je découvrais ces lettres d'amour, je reculais devant le matériau et donc je leur laissais toute la place. Et c'est vrai que c'est mon mari, puis mon éditrice aussi, qui m'ont dit, bon, attention, le personnage central, c'est toi, il faut que tu reprennes la main. Je les ai fait un petit peu reculer, effectivement. Et c'est vrai, c'est ce que vous disiez. On voit dans ce livre que vous venez d'une famille d'écrivains. Finalement, tout le monde écrit chez vous. Voilà, mon frère, ma sœur, maintenant ma nièce. Effectivement, c'est une histoire de famille. Votre sœur, je crois, avait fait Escalier C, qui avait été adapté au cinéma. Absolument, c'est ça, absolument.
Vous aviez déjà fait une autobiographie à 17 ans. Oui. Eh, eh. Oui, je me suis dit, c'est l'heure de faire le point. Et Alors c'est donc, marrant parce qu'on voit à 17 ans, donc on plonge dans vos souvenirs. L'hostie petit pois, Madame Baratin qui enseignait le catéchisme. Oui. Des images qui faisaient peur aussi, comme Raskar Kapak. Donc, C'est le traumatisme de toute une génération d'enfants tintinophiles. Voilà, la momie qui passe par la fenêtre et qui jette la boule de cristal. Ça, on n'endort plus la nuit après. Raskar Kapak, c'était la momie donc, dans Tintin, les 7 Tintin. boules de cristal, Absolument, pour ceux qui s'en absolument. souviennent. L'imagination était donc là, déjà toute jeune, où vous aviez inventé même un pays, là, Svietlani. On voit que vous n'avez pas fait de russe. Moi, j'ai appris le russe. J'ai appris le russe à 13 ans, en fait, à l'école. Et donc, la Svietlani, c'est de Tsvetok, la fleur. Et je me suis inventé ce pays, en fait, un peu comme Tintin, à la bordurie, la Sildavie. Et je me suis dit que là, j'allais être tranquille. En fait, j'allais être le seul sujet dans ce pays et j'allais pouvoir faire ce que je veux. Alors, comme je dis aux enfants, je ne suis pas très précoce, donc j'ai vécu dans ce pays de 13 ans à 40 ans. D'accord. Voilà. Alors, vous écrivez avec les mots « Je peux toucher les autres ». Donc, ce désir d'écrire, il est ancré depuis très très longtemps en vous. 12-13 ans après, j'ai commencé en écrivant pour ma petite sœur. Et comme vous dites, les mots, ça m'a permis de toucher les autres. J'étais pas du tout quelqu'un, je suis devenue plus tactile, hein, mais j'étais la petite fille qui s'essuie quand on l'embrasse, donc pas du tout quelqu'un de l'effusion et du geste. Et je me suis aperçue qu'à distance, rien qu'avec des mots, je pouvais modifier les gens. Je m'en suis aperçue en faisant un exposé en classe quand j'ai vu que le prof qui m'écoutait avait les yeux brillants. Je me suis dit, bingo. Alors, exposer les gens, influencer aussi peut-être de futures carrières. Antonin Bonjour, a quelques Antonin. questions à vous poser. Je t'en prie, Antonin, je te cède la place. Super, merci Martial. Bonjour Antonin, alors Bonjour. L'ouvrage dont vous venez de parler traite de la famille. Ouais. Par exemple, dans Malo de la Lange ou Miss Chaiti, il y a aussi beaucoup de traitement de la famille. La famille est importante pour vous? Écoute, je dis souvent que pour les enfants, il y a deux oppresseurs, les parents et les enseignants. Des fois, c'est les mêmes. Hein. Donc, en fait, il faut les mettre au cœur des sujets et il faut en faire rire. Parce que c'est le meilleur moyen de désamorcer la peur, l'angoisse. Et puis, il faut un peu chahuter les adultes. Alors, c'est vrai que je mets beaucoup la famille au cœur de mes histoires. Il y a aussi toute la série Sauveur et Fils, où il y a un psychologue qui soigne les familles modernes, tu vois, les gamines qui se font des scarifications, les jeunes garçons qui font pipi au lit à 11-12 ans, puis les familles qui se dézinguent, etc. Donc je soigne ces familles-là. D'accord. Merci beaucoup, merci Mario de Muraille. Merci Antonin, je suis un peu coupé le sifflet. On quitte donc une auteure chevronnée pour un débutant, mais qui, Anaïk, aligne déjà de nombreux prix. Oui, absolument. Je suis en compagnie de Joseph Ponsus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux lauréat du prix Régine Lefort 2019, prix du premier roman pour ce livre À la ligne, qui décrit votre quotidien d'ouvrier dans les usines et les abattoirs de Bretagne, avec une forme particulière d'écriture. On va ouvrir un peu le livre. Nos téléspectateurs le voient. Vous dites « J'écris comme je travaille à la chaîne, à la ligne ». C'est comme ça que ça vous est venu, l'idée de la forme d'écriture? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on ne dit plus trop les chaînes de production. Ouais. C'est un peu trop infamant. On dit des lignes de production. Et moi, en arrivant à l'usine, tous les soirs, j'écrivais pour me vider la tête et comme un exutoire. Et je me rendais compte que tous les matins, je retournais à la ligne de production et tous les soirs à la ligne d'écriture. Donc le titre est venu assez rapidement, en fait. Ouais. Alors, vous évoquez le besoin d'écrire, non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Ça a été une surprise pour vous de trouver ça d'une certaine beauté finalement? Non, c'est qu'il fallait écrire pour tenir le coup, moralement. Et si je m'étais acharné à relever que les côtés sombres de l'usine, je ne serais jamais retourné le lendemain. Et j'avais besoin de ce travail-là pour nourrir ma famille. Donc il fallait relever, la paradoxale beauté de l'usine. Alors l'usine bouleverse mon corps, dites-vous mes certitudes, ce que je croyais savoir du travail, du repos. Vous dites que vous avez appris qu'on pouvait pleurer de fatigue dans ce livre. Vous avez appris des choses sur vous aussi, en fait? J'ai appris énormément de choses sur moi. J'ai appris des choses sur la solidarité ouvrière. J'ai appris des choses sur mon écriture. Et j'ai appris forcément des choses sur la vie, évidemment. Ouais. Mais il y a de la joie aussi dans ce livre. Il y a de la chanson, notamment. Et il y a de la joie, c'est la plus grande chanson de Trenet. Donc voilà. Les ouvriers dont vous parlez, vos collègues, ils en parlent. Ils disent aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de chanter, tellement c'était la folie. Ouais. Et il y a beaucoup de moments où on n'a pas le temps de chanter, mais quand on peut chanter, ça aide à passer le temps. Enfin, de faire en sorte que le temps passe plus vite. Alors, est-ce qu'ils l'ont lu, vos anciens collègues, ce livre? J'ai encore eu un texto il y a une demi-heure d'un collègue qui vient de le finir et qui m'a dit, sans mauvais jeu de mots, c'est une tuerie.
comme l'endroit à l'abattoir où on abat les bêtes. Oui. Alors, à l'abattoir, on croit à la disparition du travail. Vous écrivez ça, mais quand ce travail va-t-il disparaître? Ces jours-ci à Limoges, parce que je suis l'heureux, Voilà. comme vous le dites, Ouais. récipiendaire du magnifique prix Régine de Forges. Et donc, ça me permet d'être un petit peu tranquille pour quelques temps. Et pour vous, l'usine, donc, aujourd'hui, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Ça veut dire que vous pensez à la suite et vous pensez au deuxième roman. Il est déjà en cours, peut-être. J'y réfléchis de manière très, très, très aiguë. Alors, dans ce livre, vous devenez aussi foudrage quand vous entendez à la radio les candidats de la primaire de droite qui insinuent que les bénéficiaires du RSA sont des gens qui profitent du système. Ça vous a rendu fou, ça? Bah oui, parce que déjà, essayer d'avoir les minima sociaux, le chômage ou le RSA, c'est un combat et c'est un travail à temps plein. Essayer de se battre pour avoir des missions d'intérim, c'est un combat à temps plein aussi. Donc oui, il y a quelques moments où le système politique est un petit peu épinglé. Ben voilà, c'est comme de dire que mes anciens camarades ouvriers ont lu le livre, alors qu'il y a certains qui présument qu'ils sont un peu tous illettrés. Donc je trouve ça un très très beau pied de nez, une très belle revanche. Et puis c'est une belle revanche de le présenter ici, à Limoges, la ville de la CGT aussi. Bah bien sûr, bien sûr. On vous en parle, peut-être vos lecteurs vous en parlent ici? Hier, je suis allé faire une visite de la ville avec Muriel du Popu. Et j'ai versé ma petite larme devant la plaque, à la fois la plaque commémorative de Georges Guingouin, qui a quand même libéré Limoges avec son maquis, et évidemment devant la plaque de fondation de la CGT. Les Limougeois apprécieront. Dernière question, est-ce qu'on peut dire qu'il a changé votre vie, ce livre? Ah bah oui, la littérature peut changer la vie. Et si la littérature ne change pas la vie, elle ne sert plus à rien. Ouais, merci beaucoup pour Merci ce beaucoup, message, Anne. Joseph Pontus. Prix Régine de Forges 2019 pour ce livre qu'on vous conseille. Ça s'appelle À la ligne. Les livres pour tous, c'est le titre de cette émission. On va retrouver Martial pour parler de littérature pour ados, cette fois avec une héroïne qui répond au doux prénom de Mila. Mais oui, Merci. toujours avec Antonin Anaïk. Donc Mila Hunt a 17 ans et elle a un pouvoir incroyable. Elle peut imposer sa volonté à tous ceux qui l'entourent. C'est un terrifiant pouvoir. Ellie Anderson, bonjour. Et dans ce monde fictionnel, le gouvernement, donc c'est le centre, il va profiter de ce pouvoir. Un petit peu quand même. Puis c'est qu'il est quand même hors du commun. On en a tous rêvé, quoi, d'avoir le pouvoir de manipuler la volonté des autres d'un seul regard. Ah bon, vous en avez rêvé? Un petit peu, ouais. Ne me dites pas le contraire. Alors, c'est donc Mila qui découvre ce pouvoir à l'âge de 5 ans. Elle est espionne, elle devient espionne chargée d'identifier les chefs de démos, ces humains qui vivent à la périphérie du centre. Mais les méchants ne sont pas vraiment ceux que l'on croit. Ouais, c'est toujours un petit peu ça. C'est un peu ce qui est le problème pour elle. C'est que déjà, elle est espionne malgré elle. Et là où elle va aller, effectivement, elle va se rendre compte que c'est un monde extraordinaire où les adolescents ont pris le pouvoir. Alors, un roman pour adolescents avec parfois quand même des moments de violence. Mila, quand elle tue, il y a une forme de noirceur un peu. Bon, vous savez, je pense qu'ils sont capables de prendre de la distance par rapport à ça, même si c'est vrai que c'est difficile. Et puis elle n'a pas vraiment le choix. C'est un peu, on la précipite quand on l'arrache à l'adolescence. On lui dit, voilà, tu vas prendre notre cruauté à nous autres adultes. Et c'est un peu ce dont elle veut s'extraire aussi. C'est un peu son choix. Alors un très beau roman, Mila Hunt. Vous êtes également très connu pour votre série à succès écoulée à plus de 300 000 exemplaires, Oscar Peel. Oscar Peel que Antonin a lu, en tout cas je crois que tu as lu le premier tome. Donc je t'en prie, viens poser tes questions à Ellie. Bonjour Antonin. Bonjour. Donc vous êtes médecin. Avez-vous écrit la série d'Oscar Peel parce que vous auriez aimé lire des romans comme ça quand vous étiez petit? Ou est-ce que c'est parce que vous voulez partager votre savoir avec des enfants? Je crois que j'avais un petit peu envie des deux. C'est surtout né d'une expérience, c'est-à-dire que je soignais beaucoup d'enfants. Et je me rendais compte souvent que quand on est enfant et quand on est adolescent surtout, on n'est pas tout à fait à l'aise avec son corps, on n'est pas très bien, on ne sait pas ce qui se passe. C'est une période où le corps se transforme. Et c'était un moyen de dire, tu vas te sentir bien dans ton corps comme dans tes baskets. Pars avec Oscar, tu vas découvrir le corps comme tu l'as jamais vu. Pas vraiment de la même manière. Dans Oscar Peel, on ne soigne pas vraiment de la même manière que dans notre monde. Non, c'est vrai. Vous regrettez que notre monde ne soit pas un peu plus magique? Ah, ça, en tout cas pour ma part, en tant que médecin, ça m'aurait bien facilité les choses, je te garantis. Et puis, je ne suis pas sûr que j'aurais eu beaucoup de patients, tu vois, si j'utilisais surtout la magie pour ça. Mais je crois que ce serait formidable qu'on ait au moins
la magie d'y croire, tu vois, faire en sorte que le corps soit pas quelque chose de sombre, de dur, qui fait un peu peur, et puis c'est pas très ragoûtant, un bout de foie et puis un ventricule cardiaque. C'est quand même plus sympa d'aller dans des canyons avec la vallée des vents contraires et puis de se retrouver au fond de la mer. Donc oui, ça aurait été un petit peu plus chouette. En tout cas, pendant mes études, j'aurais bien voulu qu'on m'apprenne le corps humain comme ça, oui. Dernière question, rapidement. Oscar Pile, pour vous, est plus un roman d'initiation ou d'aventure? Pour moi, c'est un parcours initiatique quand même, parce que c'est bien sûr la destinée d'un héros dans le corps humain, avec une mission secrète et extraordinaire, mais c'est aussi le parcours d'un ado, comme n'importe lequel, comme toi, comme n'importe quel ado, qui doit aussi se débattre un petit peu avec tout ce qui survient, avec aussi la différence, la tolérance, et apprendre plein de valeurs. Donc je pense que c'est très initiatique, oui. Ça pourrait correspondre à ce que beaucoup d'ados vont vivre. Merci beaucoup Avec Ellie plaisir. Anderson. Et on voit effectivement bien que cette imagination vous sert à sortir de votre métier de médecin. On a appris ça aussi et vous ouais. échappez quelque peu. Oui, c'est vrai. Je crois que du coup mes patients aussi essayent de s'échapper de moi. Ah d'accord, c'est pour ça que vous êtes à lire à Limoges aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Ellie beaucoup Anderson. Antonin. Merci Antonin. On va parler un petit peu de développement personnel, Anaïk. Et oui, Martial, absolument. Depuis la publication il y a 10 ans du best-seller L'homme qui voulait être heureux, il enchaîne les succès. Bonjour Laurent Gounel. Bonjour Anaïk. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre dernier livre s'appelle Je te promets la liberté. Il est ici. C'est l'histoire de Sybille Chirdoun qu'on revisite depuis les années, la période actuelle, et on revient en arrière. Et on y apprend notamment comment notre personnalité entrave notre quotidien et notre liberté. Parfois, c'est ça? Oui, ça peut sembler un peu dérangeant, hein. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que chacun de nous a tendance à s'identifier à sa personnalité, croire que c'est nous, alors qu'en fait, c'est pas exactement ça. Notre personnalité, c'est un petit peu comme je dirais, comme une paire de lunettes à verre déformant qui nous permet d'interpréter le monde. C'est-à-dire, en fait, c'est notre personnalité qui nous permet de nous voir nous-mêmes, de voir les autres, de comprendre le monde. Alors, certes, ça nous permet de nous adapter, donc on trouve un certain équilibre, mais en même temps, ça nous donne une vision biaisée de cette réalité. Réductrice. Réductrice. Et ça tend à obérer un peu notre liberté. Donc c'est en se libérant des schémas de notre personnalité, si vous voulez, qu'on peut avoir une vie qui est véritablement conforme à nos aspirations profondes. Voyez. Alors donc, on voit est qu'il y a 9 types de personnalités dans votre livre, c'est ça qu'on apprend. Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre finalement? En fait, il n'y a pas 9 types de personnalités vraiment, mais il y a 9 grandes familles d'illusions, je pourrais dire. Il y a 9 façons d'interpréter le monde. D'accord, le monde, c'est un peu comme un vaste chaos. On est projeté dedans à la naissance sans mode d'emploi. D'accord. Oui. Et donc, notre personnalité est quelque chose qui nous permet de comprendre ça et de trouver une forme d'équilibre. Alors, et il y a 9 grandes façons de s'adapter au monde selon ce modèle. c'est ce qu'on appelle du développement personnel. Vous êtes devenu en quelque sorte un spécialiste de ça. Vous avez fait des formations aux États-Unis, en Asie. Comment ça vous est tombé dessus? Moi, ça m'est tombé dessus à 23 ans quand je suis rentré dans la vie active. Oui. Parce que je me suis retrouvé à cet âge-là, jeune cadre, dans la direction financière d'une grosse boîte. Et c'était un choc. Parce que j'ai réalisé que je n'étais pas fait pour ça et que je ne tiendrais pas 40 ans. C'était seulement 40 Vous ans à êtes parti en l'époque. courant, quoi. Oui, ça ne s'est pas fait exactement comme Oui, ça. il y a D'abord, on m'a aidé à Il partir. y a eu une dépression, je suis resté 5 ans quand Oui. même. Et puis ensuite, je me suis retrouvé au chômage. Dépression, en effet. Je ne savais pas Oui. quoi faire de ma vie. Et bizarrement, c'est à partir du moment où j'ai vraiment tout perdu et touché le fond du trou, que j'ai trouvé un sentiment de liberté. Pourquoi liberté? Parce que je n'avais plus rien à perdre. Le regard des autres, de toute façon, je l'avais perdu depuis longtemps, vous voyez. Donc, j'avais plus rien à défendre quelque part. Et donc, comme j'avais plus rien à perdre, j'ai su écouter mon cœur, savoir ce qu'il y avait au fond de moi et qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie, quoi. Et c'est le message donc, que vous cherchez à faire passer. Vous vous êtes formé à des techniques comme la programmation neurolinguistique, l'énéagramme. Nos téléspectateurs chercheront plus d'infos là-dessus. Qu'est-ce que ça a de plus que la psychanalyse classique à la française, on va dire? Ça fait son chemin quand même, ce type de pratique, ça se développe. D'abord, il y a plein de courants de pensée dans le monde de la psychologie qui apportent tous des choses intéressantes. Moi, je ne suis pas pour défendre une chapelle et rejeter les autres. Je déteste cette attitude d'ailleurs. Non, il y a des choses intéressantes partout. Non, disons ce que vous avez cité, en fait, c'est apparenté aux thérapies brèves, d'accord? Ça veut dire l'idée, c'est de trouver des solutions pour être mieux dans ses baskets sans passer 15 ans sur un divan. Pour faire très court, parce que vous m'avez dit qu'on n'a que 4 minutes. Bah oui, malheureusement, ces 4 minutes s'achèvent. Vous êtes formidable, vous faites même les temps des invités. Merci beaucoup, Laurent Gounel. On vous souhaite un très bon salon. Vous étiez venu à Limoges il y a 10 ans. Oui. Ça s'était très bien passé, Oui. malgré le peu de ventes, d'après ce que vous me disiez. Oui, mon premier livre venait de paraître, j'étais inconnu et j'ai signé un livre en 3 voilà. jours. Et aujourd'hui, néanmoins, c'est un super vous souvenir. avez des tas de fans qui vous attendent. C'est ça qui est magique avec Limoges. On va retrouver tout de suite une star incontestée de ce salon et ça se vérifie là aussi d'année en année. Et bien sûr, et c'est Antonin et Martial qui s'en chargent.
Mais oui, Merci, Anaïk, donc là, on est rentré à l'intérieur parce qu'il y a tellement de monde devant que, eh bien, on le voit de dos, la star de ce Lire à Limoges, une des stars, c'est Patrick Sobral. Antonin, dis-moi, pourquoi toi tu aimes Patrick Sobral? Parce qu'il fait souvent des livres plutôt d'aventure, mais en même temps, on apprend beaucoup de ses histoires. Eh ben, et si ça te dirait, je crois que c'est quelqu'un que tu admires énormément, on va le voir et puis on va faire son interview. Patrick Sobral, bonjour. Vous êtes en direct sur NOAD, sur France 3. Donc Antonin va vous poser quelques questions. Bonjour Antonin. Bonjour. Comment devient-on auteur BD après avoir été décorateur sur porcelaine? C'est ça, oui, oui. J'ai pas compris le début de la question. Comment est-ce qu'on devient auteur BD? D'accord. En fait, alors c'est vrai qu'avant d'être auteur de BD, j'étais décorateur sur porcelaine, mais en fait de la BD, je fais depuis que j'ai 5 ans. Ça a toujours été ma passion. Donc même à l'époque où j'étais décorateur sur porcelaine, je faisais déjà de la BD, mais c'est seulement il y a une quinzaine d'années que j'ai décidé d'en faire mon métier en fait. Voilà. Autre question, Antonin. Après les légendaires parodiens, était-ce une manière de se séparer des personnages des légendaires? C'était un peu ça en fait, lorsque j'ai décidé de créer les légendaires Parodia, donc qui est une série qui parodie les légendaires. En fait, j'ai fait ça parce que les légendaires, c'était devenu une BD très sérieuse, très sombre, où il y avait de moins en moins d'humour. Et ça me manquait. Et alors du coup, j'ai décidé de créer cette série Parodia où je pouvais justement me moquer de ma propre BD. Vous en aviez marre un peu des légendaires? Pas marre, mais j'avais du mal à mettre de l'humour vu les histoires que je créais à ce moment-là. Et donc du coup, j'ai décidé de créer une série qui serait entièrement dédiée à l'humour, mais dans laquelle on reprendrait les légendaires. Autre série à succès que connaît très bien Antonin. Antonin, c'est les Mythiques, c'est ça? Oui. Oui, oui. Ah ben, les Mythiques, dont plusieurs de mes co-auteurs sont assis à côté de moi, d'ailleurs, en dédicace. Patricia Lifung, Philippe Ogaki et oui. Jenny, toute cette tablée-là, sont les co-auteurs, dessinateurs de la série des Mythiques. Donc là, c'est la première fois qu'autant d'auteurs de Mythiques est réunis dans la région. Alors justement, tu avais une question sur les Mythiques, Antonin. Alors, après les légendaires, vous avez fait Mythics avec des personnages isolés. Comment avez-vous eu des idées entre la rencontre des avatars qui donnent les pouvoirs et les Mythics? Alors, il faut savoir que l'histoire, je ne suis pas le seul scénariste. Hein. Moi, je suis l'un des 3 auteurs qui ont créé l'histoire des Mythics. Donc, je pourrais même plus te dire qui a eu l'idée de quoi. C'est collectif, en fait. C'est un travail collectif, autant du point de vue scénario, parce qu'on est 3 scénaristes, plus des co-scénaristes qui nous ont aidés à écrire la série. Et chaque BD est dessinée par un auteur de BD, par un dessinateur différent. Donc on est déjà une dizaine de personnes à travailler sur les Mythics. Au départ, les Mythics, en fait, c'est une série que nous a demandé l'éditeur. L'éditeur nous a réunis, donc moi, Philippe Ogaki et Patricia Lifung, donc les 3 scénaristes. Et ils nous ont demandé de concevoir, de créer un concept de série qui pourrait plaire à un public jeunesse qui aime les légendaires, qui aime la Rose écarlate. Et donc c'est comme ça qu'on a créé les Mythics, mais je pourrais plus te dire qui a eu l'idée de faire quoi. Avec à chaque fois dans les Mythics, donc un personnage, un album, un personnage. Voilà, hein. Un personnage, une histoire complète et un dessinateur différent. Et comme chaque histoire, du moins du premier cycle, se passe en même temps que les autres dans la chronologie, on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. C'est ça qui est chouette. Une dernière question, Antonin. Avez-vous d'autres projets de série de Mythics après la première série? Oui, la série des Mythics continue. Actuellement, les tomes 7, 8, 9 sont en train d'être dessinés, encore une fois, par des dessinateurs différents. Et le tome 10, le scénario vient juste d'être fini, donc il y aura au moins 10 tomes en tout des Mythics. Avec peut-être une adaptation en dessin animé comme pour les légendaires? Alors pour l'instant, on espère, hein, on aimerait bien que ça arrive ça. Pour l'instant, on n'a pas eu de véritable approche, de véritable proposition à ce niveau-là. Donc on espère je pense qu'il faut que la série s'installe un peu plus et qu'elle ait un peu plus de succès pour ça. Mais pourquoi pas, ça se prêterait bien à une série animée, oui. Merci beaucoup Patrick Sobral de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. Merci aussi Antonin et Merci Anaïk, Antonin. on vous retrouve. Alors, oui, à vos comment ça pieds. s'est passé, Antonin? Très bien. Ouais, ça va?
On peut te faire ta petite carte de France 3, tu viendras nous aider de Ah ouais, temps en il a temps. assuré, hein. Ouais, Ah ouais, content. ouais. Merci beaucoup Patrick Sobral, on vous rend à tous vos fans, ils sont là, ils attendent malgré la chaleur. Merci beaucoup Martial et merci Antonin, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale sur France 3 Limousin et sur la chaîne Noah, la chaîne de Nouvelle-Aquitaine. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont suivis et permis de réaliser cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. On rappelle que Lire à Limoges, ça continue jusqu'à dimanche soir, 19h, l'entrée est libre. On le rappelle, venez ici, regardez, il y a tellement de monde et tellement de choses à découvrir, les dédicaces, les tables rondes, les ateliers jeunesse. À très bientôt.